Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Un travail désirable, point d'interrogation, conquérir sa place, de Dominique L'Huillier et Anne-Marie Vazer, aux éditions Les Petits Matins 2025, que je remercie pour l'envoi. Un ouvrage important qui résonne particulièrement avec mes thématiques de travail. En effet, partir des vécus, des identités, des voix des personnes concernées est pour moi essentiel. On retrouve également d'ailleurs des échos à des travaux comme ceux de Claire Marin ou encore Rémi Ponge. Alors dans quelle mesure le travail peut-il être désirable et à quelles conditions, à quel prix? Quelles stratégies de stigmatisation et d'usure sont sciemment organisées dans les environnements de travail? Quelle place et quel regard sur le chômage, la précarisation, les personnes mises au placard ou encore le burn-out? On parle notamment de fabrique de l'effondrement et donc comment s'en sortir, comment trouver sa place, la retrouver et comment tenir debout? Et dans quelle direction finalement pouvons-nous aller tous ensemble? Eh bien, je cite déjà, les déplacements témoignent de cette quête de puissance d'agir. On parle de conquête d'un pouvoir d'agir. Et c'est vrai que ce pouvoir d'agir fait partie des fils conducteurs de l'ouvrage. Alors, dans les différents points abordés, on a notamment la question du collectif qui tient une place importante. En effet, on ne tient pas debout sans les autres, sans faire avec les autres. Et la ressource essentielle, je cite, du se tenir debout est l'activité, pas seulement celle du travail au sens où on l'entend le plus souvent, c'est-à-dire un travail productif et bien rémunéré. C'est dans et par l'activité que se développe et s'entretiennent l'ancrage et la transformation du réel, la vitalité et le lien aux autres. Par ailleurs, quid des seniors? En effet, le poids du stigmate qui pèse sur les seniors, leur supposée moindre productivité et agilité, réticence face aux nouvelles technologies, ne sont pas les seuls freins à leur maintien ou retour en emploi. Par ailleurs, quid également des femmes, on le sait, l'accès bien au travail euh, entravé pour les femmes est largement documenté et donc nécessaire à rappeler ici. Et donc les autrices le rappellent très très bien, leur accès au monde du travail a été finalement pendant longtemps empêché, invisibilisé ou dévalorisé. Quid également donc des normes rigides et hiérarchisantes, on les retrouve pleinement ici. Par exemple, la conformité aux normes sociales, c'est-à-dire avoir un emploi, travailler, se marier, avoir des enfants, serait supposé nous garantir une place parmi les autres. Et dans notre société du salariat, l'activité professionnelle et l'occupation d'un emploi sont des normes de référence. Aussi, le chômage apparaît bien comme une condition anormale, dévalorisée et dévalorisante, frappée d'indignité. Et le sentiment d'être diminué est bien souvent au rendez-vous. Toujours dans le cadre d'ailleurs des normes, on revient bien sur l'idée aussi suivante. Concernant la surcharge de travail, temporaire ou durable, celle-ci nuit grandement aux relations entre collègues et contribue à une stigmatisation de celui ou celle, toujours absent-absente, qui est qualifié de fragile, de faible ou de tir au flanc. Par ailleurs, concernant le chômage, rappelons que le débat est aujourd'hui tranché sur le sens de la causalité entre chômage et santé psychique. C'est bien plus le chômage qui affecte fortement la santé psychique que l'inverse. Autrement dit, plus qu'une conséquence, le chômage est a fortiori de longue, voire de très longue durée, et pathogène. Alors tout se passe comme s'il fallait attendre l'arrêt de travail, précisent les autrices, les absences à répétition, voire des accidents de travail pour prendre la mesure de la situation qui les fabrique. Le risque est alors de considérer la personne malade comme un maillon faible sans tenir compte de ce qui a provoqué son arrêt de travail, par exemple. À noter, par exemple, que demander de l'aide, recourir aux soins, comprendre son mal-être n'est pas forcément évident et en fonction de son parcours de vie, la difficulté est peut-être augmentée. En effet, on peut avoir perdu confiance dans le système en raison de plusieurs causes, des violences conjugales, du harcèlement, la question du licenciement, les conflits, etc. Et donc, on peut ne plus rien attendre finalement de la société. Alors une vie qui peut être aussi donc sans demande, faite de souffrance et de ressentiment. Voilà, donc encore une fois, c'est vraiment cette idée de reprendre les cartes du monde des personnes dans l'intégralité et éviter les raccourcis de pensée sur les situations. Et donc, finalement, enfin, comment retrouver sa place? Pour pouvoir se placer, je cite, il faut pouvoir donc se déplacer, donc se dégager de la place précédente, celle qui a été perdue. Et de ce point de vue, avoir une place n'est pas s'accrocher au rocher, fixer un endroit où l'on vient combler un manque, c'est le pouvoir de dériver dans un potentiel de déplacement. Sa place, le vrai lieu, comme l'explique Claire Marin, n'est pas tant un lieu qu'une activité, une modalité de l'être où le sujet se laisse absorber tout entier dans une emprise qui est pourtant pure activité, intensification du sentiment d'exister, pleine présence, présence à ce qu'on fait, à ce qu'on produit, voire à l'œuvre qui s'élabore plutôt que présence à soi dans une forme d'introspection narcissique.
Alors enfin, donc on va terminer avec cette phrase, mais qui me paraît importante et évidente. C'est donc du côté du travail, de son organisation, qu'il faut chercher les clés de compréhension et les pistes de prévention de l'épuisement professionnel. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.